La suite d'un de mes coups de cœur, Lynn a réussi à devenir impératrice, mais ça va être le bordel. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus Kini et aujourd'hui je vais vous parler du deuxième tome de l'Empire d'écume, l'impératrice aux éclats d'os, écrit par Andrea Stewart. Lynn Sokai a réussi à devenir impératrice, mais elle n'est qu'au début du chemin car à présent elle doit réussir à se faire accepter par son peuple et c'est une tâche qui va lui être bien compliquée au vu de la rancœur que tient celui-ci envers les actes de son père. D'autant plus que ce n'est pas la seule menace qui plane pour Lynn. Au nord-est, une armée de concepts se rebelle et fait des ravages sur les îles, et comme si cela ne suffisait pas, les Alangas, ces êtres terrifiants des légendes, se réveillent. Lynn ne va donc pas avoir la tâche facile pour fédérer son empire autour d'elle, mais elle pourra compter sur Jovis, le nouveau capitaine de sa garde impériale. Le premier tome de cette trilogie avait été un énorme coup de cœur pour moi, le tome 2, un peu moins. C'est surtout le début, on va dire toute la première moitié du livre qui m'a déplu. Après, la fin relève vraiment le niveau. J'étais très contente de retrouver tous les personnages pour suivre leur parcours et leur évolution, surtout qu'ils montent un peu tous en grade au niveau de l'échelle sociale et donc des responsabilités qui vont avec. Ça a été intéressant de voir leur développement, surtout Lynn qui devient impératrice et avec la réputation de son père, autant dire que pour elle, ça ne va pas être une sinécure. Puis il y a un nouveau personnage qui apparaît, Ragan. Alors lui, je n'ai pas accroché dès le début. Je pense que l'auteur a manqué un peu de subtilité avec ce personnage-là. Mais de tous les personnages, c'est celui de Nisong qui m'aura le plus surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne autant psychopathe. Dans le tome 1, c'est le personnage le plus trouble, le plus mystérieux, celle qui me faisait poser le plus de questions. Et non, je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte en vrille comme ça. Elle a apporté une note bien plus terrifiante à ce tome, un enjeu de taille pour Lynn. Comparé au premier tome, j'ai moins été saoulée par Anami et Falué, peut-être parce que cette fois-ci, elles sont plus soudées. On les voit moins aussi que Jovis et Lynn, mais on en apprend quand même plus sur elles et sur leur passé. Pour en venir maintenant à ce qui m'a moins plu, alors oui, l'histoire se concentre sur Lynn et Jovis, ces deux personnages que j'adore, mais alors les deux ensemble, ils sont un peu lourds. Bien que ça ne me dérangerait pas de voir ces personnages ensemble, j'ai trouvé leur romance niaise. On a les traditionnels non-dits qui entraînent des quiproquos, c'est du vu et revu. On va dire que c'est pas le point le plus palpitant de ce récit. Surtout que dans la première partie du livre, j'avais l'impression qu'ils se comportaient et parlaient comme des ados, alors que je n'avais pas eu cette sensation dans le premier tome. Je ne crois pas qu'on a clairement leur âge, mais Jovis a déjà eu une femme. Je pense qu'ils ont bien quand même la vingtaine passée. Donc bon, en plus Méfie, lui, a atteint l'adolescence, donc il est aussi en pleine crise et ça en rajoute une couche. J'ai aussi trouvé pesant le fait que Lynn soit toujours rejetée malgré le nombre d'efforts qu'elle fait. Et ce qui m'a lassée, c'est aussi la comparaison avec son père. Elle répète un nombre incalculable de fois qu'elle n'est pas son père. Et en plus, séparée du côté de Falué, ses actes sont aussi comparés à l'attitude de son père. Donc ça fait un peu répétitif et j'ai trouvé leur parcours trop similaire. Je suis en revanche toujours aussi conquise par la magie d'os. En plus, il y a une petite spécificité qui apparaît à la fin. Je me suis dit, ah, tiens, c'est possible ça. Eh bien, ça va grandement compliquer les choses pour la suite, je pense. Puis, il y a un deuxième système de magie qui apparaît, celui des Alangas, ces êtres de légende qui avaient disparu et qui ressurgissent. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur eux. J'ai adoré les passages où Jovis traduit un carnet. Ça nous donne pas mal de révélations, certaines dont je me doutais, mais c'était satisfaisant de voir que ça allait dans ce sens. Si la première partie du livre est plutôt calme, la deuxième, quant à elle, est pleine de remous, et surtout avec une fin épique comme je les aime, un bon combat qui s'étend sur plusieurs points de vue, donc c'était agréable de voir que le conflit n'est pas expédié juste en quelques pages. Ce que j'aimais en plus, c'est qu'en face de l'île, il n'y ait pas qu'un seul antagoniste, non, il y a plusieurs sous-groupes, ce qui fait que j'ai hâte de découvrir la suite dans le troisième tome. Est-ce que certains vont s'allier? Est-ce qu'ils vont tous se poutrer les uns sur les autres? Ça risque d'être un beau bordel dans le dernier tome. En conclusion, un tome qui reste une bonne lecture pour moi, même si je n'ai pas ressenti le coup de cœur que j'avais pour le premier. Ça n'est néanmoins pas une déception car la deuxième partie et surtout la fin a comblé toutes mes attentes. Une fantaisie avec des intrigues politiques, tout en mêlant les mystères du passé et d'une magie oubliée, des personnages qui donnent envie de les suivre et surtout toujours plus de créatures trop mignonnes
car oui, mes fils Solou a de la compagnie dans ce tome, et visiblement ça va continuer pour la suite. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.